Vous posez des questions, on peut garder le même esprit. Voilà, donc pas de souci, si vous avez besoin, vous faites signe, je viens avec le micro et on continue. À vous la parole, merci beaucoup. Alors, on va commencer par se présenter. Comment êtes-vous arrivé là? Alors moi, je suis Christelle Dupire de la Sauvegarde du Nord. Je suis conseillère pédagogique au sein de la Sauvegarde. La Sauvegarde est une association du Nord. Je parle pour nos amis du Sud. C'est une association qui gère différents champs du social, de la dicto, de la protection de l'enfance, de l'insertion sociale et du médico-social. Depuis peu, nous avons fusionné, deux associations ont fusionné, et mon copilote, qui va se présenter après, vient de cette association-là. Nous sommes arrivés à travailler sur une nouvelle offre à cause de cette fusion. Je vous dirai comme ça. Donc je travaille à la Sauvegarde et dans ce cadre-là, j'ai une mission d'accompagnement des équipes et aussi de réfléchir sur les pratiques et de penser les projets. Voilà. J'en dirai pas plus. Bonjour, donc moi je suis Marc Sautoir, jusqu'au 31 décembre 2014 j'étais directeur à l'ADCN. Je suis en protection de l'enfance depuis une petite trentaine d'années. Donc depuis le 1er janvier à la Sauvegarde du Nord, pour l'instant toujours directeur de service de milieu ouvert, mais à partir du mois de septembre, on a reconfiguré un peu notre organisation compte tenu de ce que Christelle va vous expliquer. Et je vais prendre en charge un placement familial spécialisé et un petit foyer d'hébergement sur Roubaix. Alors, comment êtes-vous arrivé là? Je vais parler pour moi pour la question de l'hébergement et Marc parlera pour lui de son côté, du côté du milieu ouvert. Il me semble que la réflexion qu'on a menée, elle venait de l'envie de mieux, l'envie de plus adapté, l'envie de plus de parcours et l'envie de diversifier. Je vais pas de provoque, hein, mais heureusement il y a moins de sous, on est obligé de réfléchir autrement. Voilà, je le dirais comme ça. Voilà, provoque, parce que c'est une réalité de la vie. Mais comme on a été obligé de penser, comme on est obligé de penser autrement, on se saisit de la question de se dire, bah alors finalement qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Quand je repense au schéma ce matin, je me dis finalement, il n'y a pas de raison que les institutions elles ne se fassent pas aussi ce travail-là. Voilà. Et je trouve que c'est la démarche qu'on essaye de mener depuis maintenant presque 2 ans. Le DSL qui est inscrit sur c'est une partie de la manière dont on pense l'offre nouvelle qu'on veut faire. Alors du côté de l'hébergement, je dirais qu'on était un peu coincé sur plusieurs choses. Vous savez que dans le Nord, il y a beaucoup de placements. Il y a beaucoup d'enfants placés. Il y a une culture, j'ai envie de dire, du placement. Je ne fais pas de provoque non plus, mais... Et alors? Donc je trouve qu'on est arrivé un peu à quelque chose où on se dit, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas... On ne peut pas exfiltrer tous les enfants, on ne peut pas mettre tous les enfants avec une éducation qui serait la norme, éducation classe moyenne, puis après on les renvoie chez eux, ou bien on ne sait pas d'ailleurs, parce que nous on est jusqu'à 18 ans, après on verra. Bon. Donc il y a des questions qui se posent comme ça, qui sont récurrentes depuis longtemps, et nos questions n'avaient pas trop de solutions. Alors, le pas trop de solution, il est quoi? Il est une case, une réponse, une case, une réponse, une case, une réponse. Donc, on était un peu coincés là-dedans. Je dirais aussi, du côté de l'hébergement, comment on fait pour contenir des gamins alors que la société, elle n'est plus trop contenante? Je pose cette question-là comme ça. Et on pourrait se dire aussi qu'il y a beaucoup de séparations d'enfants qui ne produisent pas les effets qu'on pensait qu'ils produiraient. Donc se repose la question
Alors, je ne dis pas par là que tous les enfants ne doivent pas être placés. Je ne dis pas par là que les hébergements, c'est nul et non avenu. Je dis que c'est un outil dont il faut se servir de manière plus pointue, je pourrais dire aujourd'hui. Et en tout cas, le moins longtemps possible. Voilà, ce serait un peu le... Alors du côté du milieu ouvert, je te laisse la parole pour... Alors, du côté du milieu ouvert, oh là, le micro il se barre aussi. Donc ça se barre un peu quand même. C'était pas voulu, mais... En fait, vous savez que l'AMO est très, très remise en question, très remise en cause. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui interroge quand même beaucoup l'efficience des mesures de l'AMO. Mesure qui a une bonne cinquantaine d'années, 58, un peu plus de 50 ans. 58, voilà, 2008. Alors, si on interroge un peu la l'AMO dite classique, d'ailleurs, ça devient compliqué de trouver un terme pour l'AMO. Il y a les AMO renforcés, les services de maintien à domicile. Bon. Donc, si on part de l'AMO dite classique, qui est quand même, pour resituer un petit peu les choses en termes budgétaires, des fois ça fait pas de mal quand même, on a un prix de journée moyen en AMO de 7,12 €. Bon. Donc on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et l'hébergement, 150. 150, c'est gentil. Ou est-ce que j'entends ces familles d'accueil, 150 on est plutôt près de 200. Et un peu plus. Mais c'est pas la même prise en charge. Donc l'intérêt, c'est pas de les comparer, c'est de montrer les écarts. Mais en tout cas, les outils de la MO classique, vous les connaissez, ils ont leur utilité. Les entretiens familiaux qui permettent de faire un diagnostic partagé de la situation, la question du soutien parental, du travail auprès de l'enfant, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, le travail en partenariat. En fait, on a quand même eu je vais le dire comme ça, on se donne un peu de laurier, mais si on ne le fait pas, il y a personne qui le fait à notre place. On a créé un observatoire de la mémo judiciaire dans le Nord il y a un peu plus de 10 ans, avec la GSS de l'UDAF et le PDSAE, qui sont les 3 opérateurs avec la CEAD, qui font de la mémo. Donc chaque année, depuis 10 ans, on a des éléments d'observation sur à peu près 10 000 enfants suivis, ce qui est quand même pas rien. Christelle disait tout à l'heure, il y a beaucoup de placements dans le Nord, il y a environ 11 000 enfants placés aujourd'hui dans le Nord, et pas environ exactement, enfin à quelques dizaines près, 10 000 enfants suivis en mémo. Donc avec les moyens qu'on a, un professionnel qui suit 18 familles à temps plein, ce qui fait entre 30 et 35 enfants, moi je trouve que finalement cette intervention, elle n'est pas si inefficiente que ça. Quand on regarde les résultats, on est à peu près à la moitié des situations qui s'arrêtent. Le motif de la malvée de la mesure, c'est une évolution positive de la situation, donc on a quand même... Est-ce qu'on a réussi? En tout cas, la famille, elle a réussi à se passer de nous, ce qui n'est pas si mal que ça. Le reste des motifs de malvée étant la majorité de l'enfant, pour à peu près 15% des cas. Les placements, on est encore dans un département où à peu près 20% des sorties en AMO sont des placements à l'aide sociale à l'enfance. Alors, je suis toujours très prudent sur ce chiffre. Dans le département, les services AMO placent à peu près 800 enfants par an dans le Nord. Mais si on replace ce chiffre par rapport au nombre d'enfants suivis, on est plutôt à 5-6% du nombre des enfants suivis. Mais ça fait 20% des sorties. Donc ça dépend, les chiffres sont à manier avec prudence. Le reste des motifs de malvée étant on pourrait dire les limites. À un moment donné, l'intervention atteint ses limites. Alors, est-ce que c'est l'intervenant, la famille, le système? Enfin, en tout cas, on a l'impression que plus rien ne bouge et qu'il vaut mieux arrêter. Et des saisissements, délégation de compétences, on est à peu près à 10% aussi. Donc, cette intervention sociale, dont les déterminants restent quand même l'importance du cadre judiciaire, alors, je ne sais pas s'il y a un lien avec le fait que la société est moins contenante, mais en tout cas, l'autorité que représente le juge représente encore, je trouve, quelque chose d'important au niveau des familles. Le fait d'aller au tribunal, de rencontrer le juge, d'aller à une audience, bon, ça reste quand même un rituel qui marque quand même la famille et sur lequel on s'appuie pour essayer de faire bouger la situation. La rencontre, là, mais bon, moi je trouve que ça reste, alors on dirait le travail social en général, mais quand même, la MO judiciaire qui est un intervenant qui rencontre des personnes, cette rencontre, elle produit quand même le plus souvent des choses positives. Et la question de la prise en charge globale, puisque les familles auprès desquelles on intervient, certains dans la salle peuvent le dire, peut-être tous, mais cumulent des problématiques d'ordre diverses et variées qui vont de la maltraitance en passant par
les carences diverses en matière éducative, mais aussi tous les phénomènes de contentieux GAF qui vient complètement impacter la protection de l'enfance, où à peu près la moitié des situations qu'on suit, il y a un conflit conjugal lié à la séparation. En tout cas, la question se pose aujourd'hui de faire évoluer cette modalité d'accompagnement, notamment sur les situations qui sont caractérisées par des carences graves. Alors, je vais peut-être un peu vite, mais les derniers congrès auxquels j'ai assisté, notamment celui de l'ONED, et puis ce qu'on lit aujourd'hui quand même beaucoup, c'est que la question du placement, de la séparation, resterait liée à la question de la maltraitance. Il y a quand même un certain nombre de situations où le placement comme un outil, évidemment, au service de l'enfant pour permettre à l'enfant d'être protégé et de mettre fin à la situation de maltraitance en espérant que ça va finir par faire bouger les parents, et la question de l'alternative au placement pour toutes les situations qui relèvent des carences diverses, sachant qu'il y a quand même un désaccord sur la question des négligences. Jusqu'où on va dans la carence éducative pour dire à partir de quel moment la carence devient une forme de maltraitance. Mais je ne veux pas trop rentrer dans ce débat-là. En tout cas, la hémoclassique, on pense qu'elle continue à conduire à un certain nombre de situations, mais elle doit évoluer au regard de l'évolution des familles. On se rend compte aujourd'hui que l'approche telle qu'on la pratique en AMO, très centrée sur l'enfant, la famille, sur la pratique du génogramme, sur l'entretien familial, aux dépens de la prise en compte du contexte, doit bouger. Et bon, là, on arrive peut-être plus, je ne vais pas aller trop vite, sur la question du développement social local, non pas du dispositif, mais du développement, comme un outil d'accompagnement, non pas qui va remplacer toute l'approche qu'on fait depuis des années sur la question de l'affiliation, de travailler avec les personnes sur leur histoire, sur leur parcours, mais qui doit compléter cette approche, disons, plus psychosociale. Bon, alors, on va vous présenter ça comme ça. On va vous expliquer vite fait ce que c'est le DSL. Et puis après, on va vous dire comment nous, notre DSL à nous. Voilà. Parce que après, on vous montrera on vous donnera quelques expérimentations qu'on a fait. Et enfin, on terminera par au fond, comment on a fait pour accompagner les équipes pour ce changement. Alors, le DSL, c'est un peu tarte à la crème. On le sait, on en a toutes les sauces maintenant. Alors, la définition du DSL, c'est développement social local. Il a pour objectif de mobiliser les acteurs locaux d'un territoire, habitants, élus, représentants d'associations et professionnels, et d'impulser une dynamique autour de préoccupations communes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, d'abord, c'est une démarche collective, initiée par des acteurs locaux, unis par une volonté commune, prendre en charge le développement de leur territoire, en fonction de ses besoins et de ses ressources, et le but, c'est imaginer des solutions pour un mieux-être et une amélioration du cadre de vie sur un territoire précis et pertinent. Les deux, retenez précis et pertinent, parce que vous allez voir qu'on va y revenir après. Donc, la méthode, c'est donc le choix d'un territoire pertinent, la conduite d'un diagnostic partagé, la participation effective de la population, une démarche de partenariat élargie et une évaluation structurée. Si vous vous rappelez ce matin le sociogénogramme, vous vous rappelez ça et je vous redis la même chose. Choix d'un territoire pertinent, diagnostic partagé, participation effective de la population, démarche de partenariat, évaluation structurée. C'est-à-dire que c'est une autre manière de penser les choses ensemble. Alors, le DSL, donc vous voyez, c'est souvent initié par les politiques publiques. Alors, pour vous donner les grandes lignes, j'ai pris le document qui a été fait par le Conseil général du Nord, qui tente de travailler avec cette méthode de travail, et qui a sorti un
petit document sur les 23 principes d'action pour que le DSL fonctionne. Vous pouvez taper sur Internet DSL, le Conseil général du Nord, vous savez ça. Il faut être clair, le DSL, c'est pas pour faire moins cher, c'est pas pour refiler le bébé à d'autres, c'est une tentative de raccrocher, pour moi, de raccrocher toutes les parties de la société ensemble. C'est-à-dire que, je m'explique, mais on pourrait dire, depuis le travail social, il s'occupe de la marge. Quand la marge fait 5 ou 5 millions, quand la marge fait 1 million, ça roule. Quand ça fait 5 millions, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire de société? Le DSL, c'est une tentative de répondre à la question de faire société. Et c'est aussi une tentative, ça moi je le dis comme ça aussi, que le social ne soit plus un coût, mais un investissement, ça c'est une chose, et que le social ne soit plus un coût, mais une ressource pour le territoire où il est placé. Alors, les principes d'action, je vais vous en dire quelques-uns, vous pourrez regarder la totalité. Faire autrement et non pas faire en plus. C'est pas un dispositif en plus, c'est une démarche. Alors, c'est pareil, c'est très pragmatique en fait. C'est une démarche qui consiste à changer de posture et de regard vis-à-vis des personnes en leur permettant de développer leur capacité d'usager, d'acteur social et de citoyen. Évidemment, pour faire ce travail-là, il faut avoir des outils et dans sa caisse à outils, sinon on n'y arrive pas. On y reviendra d'ailleurs sur la question du territoire parce que ça a impulsé pour nous des changements dans la manière dont on travaille dans les institutions. Une démarche active et non pas par défaut. Le développement social n'est pas une manière douce de remédier au manque de moyens. Le développement social ne se substitue pas aux réponses à apporter en termes de dispositifs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on aurait tous les sous qu'on voudrait, il faudrait quand même qu'on ait du DSL. Alors, là où j'avance encore, c'est que je me dis, on a essayé absolument de trouver une solution pour tous les problèmes, toutes les carences, toutes les ceci, toutes les cela. Et aujourd'hui, on arrive à, je dirais, on est en haut de notre balancier, et on se dit, mais on peut en mettre 3000 des cases. C'est pas ça qui fait société. C'est pas ça qui nous aide à ce que chacun soit investi dans la question de l'autre. Alors, principe numéro 3, une démarche qui se préoccupe de la capacité de tous à vivre ensemble. C'est pour ça que je dis que le changement de paradigme, il est là. Comment est-ce que le travail social peut devenir une ressource pour le territoire? Alors, c'est un peu... je te vois hocher de la tête, c'est un peu compliqué, mais pour autant, on va vous donner des expérimentations où on a réussi à... on fait des tentatives. Bon. Je le dis aussi, en janvier 2014, les métropoles, la loi a été votée, les métropoles prennent de plus en plus de place. Nos foyers dans les villes, ils sont un peu une maison comme une autre. C'est-à-dire qu'on s'est plutôt jusqu'alors essayé de devenir transparent. On a plutôt essayé de ne pas faire de vagues. On a plutôt essayé de même pas montrer sur la porte que c'était foyer machin ou dispositif machin. Bon. Et aujourd'hui, on pourrait se dire, ah oui, alors si on pense autrement, si on devient ressource pour le territoire, comment on va penser nos lieux? Moi, je suis maire d'une ville, et dans mes prérogatives, j'ai l'animation des quartiers d'été, j'ai l'animation de... Et je sais que sur mon territoire, j'ai des choses qui existent. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut non, mais eux, on n'en parle pas. Ils sont transparents. Si vous vous baladez autour des foyers, c'est comme si ça n'existait pas. Alors, si on est ressource, on existe. Et non pas... Pourquoi on n'existait pas? Parce qu'on voulait dire qu'on ne faisait pas de problème. C'est pour ça qu'on essayait de ne pas exister. C'est pour dire, oui, vous savez,
il y a, comme on dit dans le Nord, non mais c'est un foyer de casse-sauce, mais c'est pas grave, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire, la question de devenir transparent, c'était pour faire croire qu'il n'y aurait pas de problème. Donc on se positionne comme problème. Voilà. Alors, donc, je vous donne encore quelques principes. Favoriser la participation et l'implication des personnes, reconnaître chaque personne comme usager, acteur et citoyen. Les personnes sont à la fois des usagers, sur lesquels ils ont une expertise d'usage qu'il faut prendre en compte, des acteurs qui peuvent participer à des actions qui les concernent et devenir les auteurs de leurs projets. Les co-formations mises en place entre travailleurs sociaux et militants ATD permettent de changer le regard des uns des autres. C'est un exemple qui donne. S'appuyer sur les potentialités des personnes, c'est pareil aussi. Ça, c'est une question qui traverse le champ du travail social, je trouve. C'est comment on reconnaît les potentiels sans nier les difficultés. Ça, je trouve que c'est un des challenges aujourd'hui, c'est-à-dire que alors, je dirais, reconnaître les capacités des personnes à participer aux différents projets qui les concernent, plutôt que de les mettre l'accent sur leurs difficultés, sans pour autant nier les difficultés. On voit bien que c'est vraiment sur un fil cette histoire-là, c'est-à-dire que on a parlé beaucoup des difficultés, le milieu ouvert, il intervient pour travailler sur les difficultés des parents et de parents, et l'hébergement, elle exfiltre les enfants de la famille où ils ne sont pas bien élevés, qui ont un peu le temps. Donc, on voit bien qu'on est en train de... Notre miel, c'est la carence, c'est pas la compétence. Bon. Donc, comment on fait pour changer le curseur de cette histoire-là? C'est-à-dire que comment on arrive à s'appuyer sur les compétences sans nier les difficultés. Pour moi, ça, c'est un accompagnement des professionnels et c'est un travail à faire avec les professionnels. Alors, je vous donne encore quelques principes et après on parlera de notre changement à nous. Permettre aux personnes de rendre ce qu'elles reçoivent. Le don engendre la dette. Alors ça, on pourrait faire une conférence pour 3 jours là-dessus, sur le don engendre la dette. Favoriser les dynamiques collectives. Le développement des personnes a une dimension collective sur laquelle il faut s'appuyer. Le collectif ne consiste pas simplement à mettre ensemble des personnes dans une situation identique, il est d'abord une manière de créer du lien, du débat, de l'action commune. Alors, il y a des exemples, des exemples qui se font, c'est-à-dire que sur un immeuble, il y avait eu des dégradations faites par des jeunes et ils ont demandé, les habitants se sont mis ensemble pour demander qu'il y ait un gardien, un concierge. Et en fait, il n'y a pas eu de concierge qui a été... Mais les réunions qui ont eu lieu pour demander, savoir ce qu'on allait demander, ça a permis de faire, je le dirais comme ça, moi, de faire une espèce de règlement intérieur du bien vivre ensemble à l'intérieur du bâtiment. On pourrait dire que ça avait produit de l'effet. C'est-à-dire que la réunion ensemble de se dire mais c'est quoi le problème et pourquoi on a ces problèmes-là, nous, notre réponse est demandons un concierge. Et en réalité, le fait de discuter ensemble sur qu'est-ce que c'est le problème, ça nous a permis de trouver une troisième solution. Voilà. Alors, je ne vais pas vous assommer avec tous les principes. La 23. Je vais finir par celui-là parce que... Qualifier les acteurs en vue d'enrichir les actions classiques en mode DSL. Il n'y a pas d'un côté les actions DSL et les autres. Chaque action concourt plus ou moins au développement social du territoire. La question est alors d'imaginer de toutes pièces des actions DSL labellisées
mais d'aider les acteurs à imaginer des modes de travail et d'intervention qui concourent de manière efficace au développement local. Alors là, je vais faire le lien avec notre offre, la tentative qu'on fait d'une nouvelle offre dans la protection de l'enfance. Alors, vous avez compris, il y avait une association qui gérait des hébergements et une association qui gérait du milieu ouvert. Le milieu ouvert, il est calqué par un territoire, par les territoires, ce qu'on appelle des ressorts, des tribunaux. Et les hébergements, souvent, ils sont liés à ça, ce que vous connaissez, sur les DT et les territoires de l'ASE, ça comme ça. Donc là, on se retrouve avec deux manières de penser qui sont un peu différentes. Si on veut devenir ressource pour le territoire, on doit faire un diagnostic de territoire et on doit se dire qu'est-ce qu'il y a sur notre territoire et en quoi nous on peut être ressource pour le territoire. Pour faire ça, on est bien obligé de se localiser sur un territoire. Donc, on a reconfiguré les directions par territoire. Le top départ de cette reconfiguration, c'est septembre et janvier. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, vont être mis ensemble des services différents de milieu ouvert, d'hébergement, de PFS, d'insertion. Ils vont être pensés sur un territoire. Alors, qu'est-ce qui est derrière cette réflexion? Derrière cette réflexion, c'est si on est sur un territoire, on devient une aide pour le territoire, mais aussi on doit utiliser tout ce qu'il y a de possible sur le territoire. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette pensée? Derrière cette pensée, on doit faire comme dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'on fait dans la vraie vie? On a un problème, je ne sais pas quoi, de plombier, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme plombier autour de chez nous. Qu'est-ce qu'on fait dans la vraie vie? On a un problème avec une garde d'enfants, on va chercher qu'est-ce qu'il peut faire dans le territoire. Notre position là, elle est de dire qu'il faut falloir qu'on soit très vigilant à voir ce qu'il y a sur le territoire, pour voir si on a des ressources proches. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Si on se dit les gamins, ils doivent être le moins possible en hébergement, le plus possible dans la famille, il faut qu'on ait une cohérence de territoire. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a l'idée que si on veut fluidifier les parcours, il faut qu'on ait plusieurs offres possibles sur un territoire. On sait bien que notre danger, c'est de faire des filières. On va tenter que non, mais c'est quand même un danger. On n'est pas dupe de la question, mais bon. Donc, on fait donc un territoire sur lequel le directeur est donc responsable de services très différents. Milieu ouvert, placement familial spécialisé, hébergement, accueil de jour, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Insertion, soutien à la parentalité, des MEX avec des petits et des MEX avec des ados, service d'hébergement pour des plus grands. Bon, vous voyez bien que c'est très large comme... Selon les territoires, il n'y a pas forcément tout. Hein. Bon. Donc on a pris l'option de découper tout le territoire en territoire cohérent. Pourquoi je dis le DSL et nous? C'est que le DSL, nous, on le vit comme une posture. C'est comment on peut s'arc-bouter sur le territoire pour être le plus pertinent possible. Mais quel est le territoire? Quel est le territoire de l'enfant qui est placé? C'est le territoire de sa famille? C'est son territoire là où il traîne avec ses copains? C'est le territoire du foyer là où il va être placé? Bon, donc, nous, il va falloir qu'on fasse de la gymnastique territoriale. C'est-à-dire que dans notre diagnostic, il faudra se dire, oui, il va y avoir des croisements de territoire, mais le gamin, quand il va être placé chez nous, il faut qu'on réfléchisse à est-ce qu'il peut continuer le sport à l'endroit où il vit?
Oui, c'est un peu compliqué, mais bon. Alors c'est un peu compliqué, comment on va faire Ah oui, on va peut-être faire un ramassage scolaire ou ce système-là, avec 2 jeunes qui viennent du même quartier. Et allez, soyons fous, on va peut-être même demander si les parents ne pourraient pas faire la conduite. Vous voyez jusqu'où on va dans la réflexion. C'est-à-dire que, effectivement, on essaye que l'enfant il ait le moins de rupture possible et que donc son territoire à lui, il reste uni. Nous, notre territoire, on pense qu'il doit être uni, c'est-à-dire que on pense qu'on doit avoir une vision du territoire sur lequel on est, mais on pense aussi, du coup, que l'enfant, il doit avoir un territoire qui lui appartient, qui reste le moins séquencé possible et le moins... Alors, comment ça fait un DSL pour nous dans la protection de l'enfance? Se mettre dans une position d'avoir besoin de l'autre, des parents, des autres professionnels, de l'entourage. Ne plus mettre les autres dans une position où ils sont redevables de ce qu'on fait pour eux ou leur enfant. Oser parler de nos propres difficultés dans l'éducation de nos enfants que nous accompagnons. On rejoint ce qu'on disait ce matin. Parler vrai, sortir des discours sur l'adhésion, qui est souvent le cache-sexe de la contrainte, pour aller vers une contractualisation plus franche. On pourrait dire des deux côtés, c'est une discussion, parce que pour le milieu ouvert, c'est le juge qui a des attendus. Pour l'hébergement, les attendus ne sont pas forcément aussi nets, je dirais, que dans les déclinaisons d'un juge, mais pour autant, c'est vécu comme on retire les enfants. Je dirais comme ça. S'appuyer sur les ressources des personnes concernées à travers la mobilisation de leur entourage, de leur voisinage, de leurs amis, ce qu'on appelle le réseau primaire. Développer le recours à des organisations bénévoles qui pourront à la fois apporter des compétences spécifiques et un maillage social autour de la famille ou des jeunes. C'est pareil. Je redis la question des bénévoles. On aurait des milliards. Les bénévoles, ça ne fait jamais ce que fait un travailleur social. Donc la question de on n'a pas de sous, il faut qu'on se débrouille autrement, je dirais c'est une chance. Au sens où, oui, effectivement, je prends un exemple. Il y a sur Dunkerque, qui est loin, encore plus loin dans le nord, il y a une directrice qui voit une situation où il y a une mesure d'EMO pour une famille. C'est un père avec 3 enfants, 2 grands et un petit de 6 ans. Pourquoi il la mesure? C'est que le père travaille, les grands ils sont un petit peu déscolarisés, un peu beaucoup déscolarisés. Et normalement, c'est les grands, le père part tôt, normalement, c'est les grands qui emmènent le petit à l'école. Évidemment, les grands ne se réveillent pas pour l'heure de l'école. Et cette directrice, elle se dit, mais finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on suit qui habite dans le secteur, qui a des petits, où il n'y a pas de problème de conduite à l'école, et on va demander à cette famille-là de prendre le gamin qui est sur sa route et pour le déposer à l'école. On aurait des milliards, on demanderait, ça ne produirait pas les mêmes effets que ce soit la famille machin qui prenne le gamin en passant à l'école, comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est suivi en milieu ouvert qu'on ne peut pas se débrouiller comme dans la vraie vie. Donc c'est un peu l'idée, quand je dis assez vigoureusement, il ne faut pas penser les choses comme de la réduction, mais comme de l'ambition, c'est pour qu'on puisse être le plus possible de la vraie vie. Les 2 dernières choses, développer le cadre de la coopération avec les autres institutions. Alors, vérifier l'équilibre des termes de l'échange, ce que je donne, ce que j'attends de l'autre, soit un petit peu équilibré quand même. Promouvoir d'autres cadres d'exercice professionnel que l'entretien, les analyses des dysfonctionnements psycho-affectifs ou l'évaluation croisée des situations. En particulier, le professionnel sera de plus en plus amené à faciliter le faire ensemble, l'échange entre pairs, la participation aux activités de droit commun.
tout ce qu'on dit là, on ne dit pas qu'on va arrêter les entretiens, qu'on va arrêter le regard. On ne met pas le psycho à la poubelle. On étoffe notre offre. On étoffe nos regards. On croise nos regards sur des situations pour qu'elles soient plus sociales que travailleurs sociales. Je peux me permettre. Voilà. Alors, notre idée, c'est quand même de repartir vers une fluidité des parcours de l'enfant et de sa famille. Essayer le plus possible. Je ne sais pas si on va y arriver. C'est sûr que si. Alors, c'est ça, on est payé pour réussir. On n'est pas payé pour essayer. On essaye et on espère qu'on va réussir. Alors, on sait bien qu'il faut qu'on bouge des lignes. Ce matin, j'entendais nos échecs, c'est souvent quand on n'a pas réussi à faire bouger les lignes de l'autre. Alors, comment on fait pour faire bouger les lignes de l'autre? L'autre étant le juge, l'ASE. Alors, il faut le sécuriser, il faut prendre un bout de risque ensemble. Le paradoxe, c'est que ces situations-là, on voit qu'on arrive à le faire pour des gamins dont personne ne veut. Les situations complexes, on voit bien que, bon d'accord, on fait des bricolages parce qu'il n'y a personne qui tient dans les situations. Donc on arrive à faire bouger des lignes dans des situations extrêmes. Pour autant, comment faire bouger les lignes quand c'est du banal? Il y avait une chef de service qui m'expliquait l'autre jour qu'elle avait proposé, le juge voulait un placement parce que il n'y avait pas de rythme. Oui, ça. Le gamin se faisait castagner par son grand frère à la maison, mais le père, il était pas beaucoup là le week-end, enfin bref. Il y avait un problème de maltraitance de week-end et que les parents ne pouvaient pas gérer. Donc il fallait le placer. À l'école, ça va très bien. Elle fait la proposition, elle dit « Mais pourquoi on ne le laisse pas à l'école la journée et que nous, on le prend le mercredi et le week-end » Deux choses. C'est compliqué à gérer pour une MEX. Je parle sous le regard d'une directrice. C'est pas très rentable, parce que la chambre qui est prise par le gamin qui est là le mercredi et le week-end, qu'est-ce qu'on en fait les autres jours? Notre taux de remplissage, il n'est pas bon. Et enfin, ça change la grille du repérage de l'ASE qui dit non, mais on a dit qu'il fallait le placer, il fallait qu'il soit placé, prenez-le complètement. Voilà. Or, le gamin, ça va très bien à l'école, le problème qu'il a, c'est avec. Donc, on tente autre chose. On voit bien qu'on essaye de déplacer des lignes, mais il faut qu'on emmène les partenaires avec nous. Voilà. Alors, zoom, zoom. Je l'ai amené, mais quand même, il me regarde, c'est bien. C'est vous les clowns, mais c'est lui qui fait le clown. Hein. Oui, il y a des clowns dans le film. Alors, on va revenir sur comment mobiliser et comment réussir à embarquer sur des nouvelles pensées du travail social. Comment on a fait pour réussir à le faire? On se disait, on a des limites chacun. On voudrait bien que ce soit mieux, on voudrait bien que ce soit un peu autrement, mais comment faire? On a eu une intention de travailler ensemble, avec dans l'idée, travailler sur nos limites et avoir de nouvelles perspectives d'offres. On s'est posé des questions, on a essayé de travailler ensemble, d'abord un petit groupe, on a essayé d'avoir un langage commun, on a testé notre langage commun avec des partenaires, ensuite on a mobilisé nos équipes dans l'action, c'est-à-dire qu'on a fait des expérimentations. J'ai envie de dire, on a essayé de faire coexister les motivations personnelles
et les motivations collectives. Qu'est-ce que c'est par exemple les motivations? Essayer de faire coexister ces motivations. C'est dur de travailler dans un hébergement, parce qu'on s'use vite. Essayer de faire des choses différentes, ça permet d'enrichir sa pratique professionnelle. Essayer de travailler avec les familles autrement que ce qu'on faisait avant, ça permet d'enrichir nos pratiques personnelles, nos pratiques professionnelles, nos pratiques collectives. Et du coup, ça remobilise les salariés sur des pratiques qui sont plus pointues et qui permettent j'aurais envie de dire, d'affiner le travail qu'on fait au quotidien avec les enfants ou avec les jeunes adultes. Oui, ça. On a dit aussi, comment on y arrive, on partage l'information le plus possible sur ce qu'on fait. Moi, je rajoute toujours, on essaye de pratiquer l'intelligence collective régulièrement. Je trouve que ça fait pas de mal. Et on fait de la place au leadership, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'on bouge les grilles aussi et les codes de c'est le directeur, le chef de service et le psycho qui sait. On bouge aussi ces grilles-là. Alors, je vais vous donner maintenant quelques expérimentations. Peut-être toi, tu en auras aussi. Alors, une expérimentation. On a donc, quand on s'est dit, bon, on va essayer d'aller dans ce sens-là, on a fait des groupes d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on mettait des gens de milieu ouvert, on mettait des gens d'hébergement, et on se disait, bon, on va essayer de faire une expérimentation de comment on pourrait travailler ensemble. Ça serait quoi un parcours différent? Ça serait quoi être une ressource pour le territoire? Alors, je vous donne quelques exemples. Un potager pour ne pas perdre ses racines. Alors, ça c'était sur Cambrai ou Douai, je ne sais plus. Alors, l'idée étant que leur maison, la maison où il y a les bureaux du milieu ouvert, il y a un jardin derrière, et l'idée c'est de faire un jardin potager avec des enfants et leurs parents, et pas forcément les mêmes enfants et les mêmes parents ensemble. Hein. Bon. Pour le jeune, faire quelque chose avec ses parents. Pour les professionnels, voir les parents autrement. Voir aussi les interactions avec les enfants et les parents devant leur nez autrement que dans les entretiens. Et la cerise sur le gâteau. Une personne à la retraite dans le quartier pour aider à faire le potager. C'est un exemple. Hein. Modalité d'évaluation, parce que nous on fait ça bien. Modalité d'évaluation. Présence des intervenants. Bah oui, est-ce qu'on y vient? Je trouve que ça c'est déjà bon. Et puis, est-ce qu'on a modifié nos représentations? C'était les deux. Les légumes, on m'en fout un peu. Alors. Ah oui. On a fait aussi une proposition sur du vivant dans les visites. Créer un espace de rencontre, vous savez, quand il y a une droit de visite à l'intérieur du foyer, qui n'est pas une visite médiatisée, mais quand même, les travailleurs sociaux, ils préfèrent être là quand même. Donc on a fait une proposition qui est une EJE qui travaille ailleurs, qui viennent pendant ces temps informels, de manière informelle, avec ses boîtes de jeux et ses livres, parce que pour que ce soit plus vivant dans la visite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne vois pas mes enfants pendant la semaine, et le samedi, entre 2h et 4h, je vais les voir, Yukaidi, et dans une pièce. Ouais. Et en plus, je vais être regardée par les travailleurs sociaux. Ça va bien se passer. Donc, moi je m'imagine ça, je me dis, mais mes enfants, on va me les placer, on va dire celle-là, franchement, bon. C'est-à-dire que comment on fait comme dans la vraie vie?
dans la vraie vie, on ne voit pas ces enfants pendant longtemps, on est très content de les voir, mais après on fait quelque chose avec eux. Donc l'idée, c'était d'avoir des boîtes de jeux et quelqu'un qui ait la pratique de travailler autour du jeu pour qu'il y ait quelque chose qui s'anime pendant le jeu. En quoi on met du DSL? Avec le JE, on va dans la bibliothèque du quartier avec la famille qui vient là dans le en quoi on met du DSL encore plus et on devient ressource. Le JE, elle est là le samedi après-midi et elle fait un groupe autour du jeu avec aussi les habitants du quartier. Avec la ludothèque, dans la ludothèque. Un autre exemple, un foyer qui est près d'une maison de quartier, ils ont expérimenté ça. Ils faisaient des journées sur je ne sais plus quoi, mais ils les avaient demandé le local de la maison de... Tu vas nous l'expliquer. Des actions collectives avec des usagers, des parents et des enfants, je pense qu'on en a tous en fait, on en a tous fait des idées. La nouveauté ou le décalage qu'on demandait là aux expérimentations, c'est à chaque fois de mettre un tiers. Soit un tiers bénévole, soit un tiers en termes d'équipement de quartier ou de lieux ressources du quartier, pour sortir justement de l'entre-soi professionnel, famille et enfants. Et c'est ça qui a demandé, c'est ça qui a permis à un moment donné le décalage au niveau des expérimentations. J'ai donné un exemple, dans notre groupe, ils avaient réfléchi beaucoup, ils s'étaient dit, bah tiens, on a des jeunes majeurs en chambre, de l'autre côté, on a UMO, il y a des mamans, on ferait bien un atelier cuisine ensemble, ça peut être sympa, etc. Et puis j'avais, bon, ok, jusque-là, action collective, rien de bien neuf sous le soleil que ce qu'on avait l'habitude on pourrait avoir l'habitude de faire. Ce qui a été le décalage, ça a été de se dire, mais non, s'il faut mettre du tiers, ah ben alors on va aller à la maison de quartier, au centre social, et à ce moment-là, bon, ça peut peut-être être autre chose que simplement entre nous, et on peut peut-être voir ce qu'est comme ressources locales. Voilà. Et là, l'aventure commence avec d'autres, parce que il y a des histoires qui commencent à s'inscrire dans le quartier et à donner d'autres projets après qui vivent par eux-mêmes. C'est pour ça que la territorialisation, notamment de l'hébergement, est importante parce que au niveau, alors selon les territoires géographiques, c'est différent, mais en tous les cas dans le nord, des foyers d'hébergement, il y en a quand même pas mal. Et les enfants viennent de partout, ils peuvent venir de 3 km à la ronde, mais de 10 ou de 20 ou de 30 ou de 50. Donc pour les professionnels, ils n'habitent pas dans la zone, forcément, pas obligatoirement. C'est un peu comme dans les collèges, quoi. Les profs, ils habitent, ils ne connaissent pas la réalité du quartier dans lequel vivent les gamins. Donc il faut passer par des réflexes qui sont de dire le territoire dans lequel on s'inscrit, celui-là on va le défricher, et les services AEMO qui ont, eux, plus une habitude de travailler sur le territoire, ils vont être aussi ressources pour l'hébergement, et l'hébergement va être ressource pour l'AEMO, puisqu'ils ont généralement moins de moyens matériels de faire avec, moins d'opportunités de faire des actions où on fait avec. Ça, c'est un savoir-faire qu'on a plus, je veux dire, dans les lettres, sans vouloir caricaturer. Et donc, voilà comment on se renforce les uns les autres pour s'inscrire sur la notion de territoire. Alors, on a réfléchi aux postures professionnelles. Donc là, on arrive à comment on fait pour accompagner les équipes. Et on se disait, il faut qu'on imagine les postures qui soient briefées. C'est possible que ce soit du DSL. Voilà. Premier entretien, l'admission. On a appelé ça des cliquets anti-retour. Proposition, que les familles puissent venir avec une ou des personnes de leur choix. La crainte formulée par les travailleurs sociaux, c'est « ouais, mais ils vont venir avec qui? Ils vont venir avec des gens qui vont être impliqués, on ne saura pas qui c'est. » Bon. Si oui, ça veut donc dire qu'on est au cœur du problème lié au démarrage. On pourrait dire ça. C'est-à-dire que, effectivement, le premier accueil, on peut venir avec qui on veut. Et maintenant, il y a dans l'écriture
de la lettre qui donne la mission, qui donne... on indique sur la lettre que les gens peuvent venir avec quelqu'un, s'ils veulent. C'est-à-dire que dès le départ, on situe les choses différemment, c'est-à-dire que leur réseau, il est dans l'histoire, s'ils veulent. Travail avec le réseau primaire. Au cours des premiers entretiens ou au cours du travail d'accompagnement de l'enfant, travailler sur la connaissance du réseau primaire en mettant la famille, l'enfant en situation de solliciter autant que possible. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de faire un sociogramme, mais de permettre aux familles de mettre à l'œuvre ce réseau. Alors, je sais bien que c'est pas magique tout ça, c'est du travail. Hein. C'est-à-dire que le travail avec le réseau primaire, il est un peu complexe parce que quelquefois le problème il vient du réseau primaire. Donc on voit bien que en le mettant comme aussi en capacité de devenir une ressource, on complexifie l'affaire. Pour autant, on ne peut pas exfiltrer les familles de là où ils vivent et du réseau qu'ils ont. Alors, la présence des familles aux synthèses et autres réunions partenariales. S'interdire de participer aux réunions qui parlent sur les familles, même à celles où on invite les familles dans un second temps pour leur dire ce qu'on a pensé de bien pour eux. On sait que c'est violent pour les familles, parfaitement inefficace, sauf à donner crédit aux adhésions de façade. Cela demande à résister aux pressions institutionnelles extérieures. Et on n'y est pas encore par coup du tout, hein, mais c'est les choses sur lesquelles on travaille. Alors, ça ne veut pas dire que les professionnels n'ont pas à parler de ce qu'ils travaillent. Mais ça, c'est de l'analyse de pratique, c'est pas de la synthèse autour de la famille. Il ne faut pas se tromper de... Souvent, les professionnels, ils ont besoin de se parler entre eux de la question de la famille. Mais de quoi ils parlent? De la manière dont ils vont appréhender la question, de la manière dont ils vont... Ça n'a rien à voir avec une synthèse, ça c'est l'analyse de pratique, ou comment on l'appelle, peu importe. Mais la question de la synthèse, la question de là où on en est avec la famille et où on en est avec l'enfant, c'est la famille et l'enfant qui est concerné. Donc ça paraît absolument nécessaire que la personne soit là. Permettre aux intéressés de bâtir leur propre stratégie. Il faut d'abord communiquer aux familles tout ce qui est communicable. Sur ce qu'on dit, sur ce qu'on va faire. Ce n'est pas nous qui devons bâtir des stratégies, ce sont les personnes accompagnées qui vont bâtir les leurs à partir, entre autres, de nos informations. Ce qui ne l'est pas relève de l'exception réglementaire. Sur ce registre, la lecture préalable des rapports, sous toute forme à inventer, est un outil stratégique à disposition des familles. Alors là, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. On peut essayer d'aller plus loin sur la coécriture contradictoire des rapports. Ça, c'est pour le milieu ouvert. On a eu des discussions sur... c'est le juge qui demande, ça doit être bien écrit par un travailleur social. Ouais. Mais ce qu'on dit au juge, en fait, en ayant travaillé ça avec les... En fait, ce qu'on dit au juge, les gens le savent. Donc on peut le faire avec eux. On n'a pas de carabistouille à raconter, quoi. Enfin, valoriser le bricolage, accepter que les familles ou le jeune puissent bricoler une solution à sa façon, viable pour eux. Nous ne savons pas ce qui est viable pour les gens, ce qui est prioritaire pour eux. La question est souvent d'accepter des solutions à court terme, ce qui est souvent l'horizon d'action des personnes que l'on accompagne. Alors, mobiliser du bénévolat, construire un bénévolat autour du service, bénévolat de service, mais aussi bénévolat de réseau. Le bénévole apporte à la fois un service, une compétence, mais aussi un autre type de lien avec les personnes. Objection souvent formulée, ils risquent d'être intrusifs, de faire des gaffes, ils ne sont pas dans le secret partagé, certes. Mais ils amènent d'autres types d'interactions. La vraie question est celle du management. Utiliser des bénévoles sans leur donner des outils pour travailler et être managés et comprendre ce qui se passe dans l'institution entraîne des dégâts. Et enfin, devenir ressource pour l'environnement,
faire en sorte que chacun devienne, même ponctuellement, une ressource éducative banalisée pour l'environnement. Participer, c'est ce que disait Dorothée, participer à une soirée au centre social sur les ados, proposer une réflexion sur l'usage d'Internet avec un éducateur du foyer, un éducateur du centre social, avec des jeunes qui viennent du foyer et du centre social, dire devenir aussi une ressource pour le territoire. Alors, évidemment, faire évoluer les pratiques, sortir d'une posture d'expert, considérer l'autre dans d'autres dimensions que la dimension parentale. Oui, c'est ça. Arrêter de travailler sur ce qui fait problème. Arrêter de travailler frontalement sur ce qui fait problème. L'histoire du potager, c'est ça aussi. C'est on se décale et on va pouvoir parler de comment quand il m'énerve le gamin, je m'énerve dessus en travaillant le potager ensemble. Alors, les autres dimensions, elles peuvent être travaillées autrement. Être dans une alliance stratégique avec la famille, et alliance ne veut pas dire aide. Aide. L'alliance consiste à comprendre ensemble les enjeux personnels, structurels, auxquels la famille, le jeune est confronté, et faciliter le chemin que la personne veut emprunter. Se mettre dans une posture de facilitateur. D'ailleurs, c'est dur à dire comme mot, alors ça doit être difficile à faire aussi. Et enfin, se mettre dans une position de passeur. C'est-à-dire qu'on n'est pas sachant, mais avec le travail d'accompagnement, il va se passer des choses qui appartiennent aux gens. Et non pas une réussite de nous. C'est une réussite de tout le monde. Alors enfin, on a... si, parce que tu vois, tu es mon passeur. C'est mon facilitateur. C'est mon facilitateur. Moi, j'arrive à le dire. Voilà. C'est pour ça que tu le fais bien. Enfin, je dirais, parce qu'on est dans ce... Comment on sait si ça marche ? Là, on est au début, l'organisation, on a dit, on a travaillé beaucoup sur l'organisation. On a réfléchi ensemble. La direction a donné un cap. On a fait une formation des chefs de service sur le DSL. Ensuite, on a fait une formation ensuite avec les chefs de service, des salariés, des psychos. Ensuite, on a décidé des territoires, des découpages qu'on allait faire. Le cran d'après, c'est-à-dire qu'une fois que les territoires vont être définis et que chaque service, chaque territoire sera en route, on va mettre en route une formation des chefs de service et des psychos. Je dis des psychos parce que c'est dans nos services chez nous, c'est ceux-là qui sont en première ligne souvent sur l'accompagnement des équipes. On va faire une formation sur qu'est-ce que c'est un référentiel DSL pour voir si ça bouge. C'est-à-dire, je prends un accompagnement EMO. Est-ce qu'on a réfléchi sur qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là dans le territoire? Qu'est-ce que c'est son réseau primaire? Est-ce qu'on a une idée de si on pouvait bricoler quelque chose avec la famille élargie? Est-ce que, au lieu de penser le placement, on pourrait penser un tiers digne de confiance? Est-ce que, bon, toutes ces questions-là, quand on fait une analyse de pratique, quand on fait une synthèse, il faut qu'on les pense, il faut qu'on ait un référentiel là-dessus. Sinon, c'est dans le vent, si on n'a pas ce référentiel qu'on interroge à travers l'analyse de pratique. Je dirais ça comme ça. Parce que sinon, on met une couche au-dessus d'une autre couche, si on ne travaille pas sur le référentiel dans l'analyse de pratique. Et puis voilà, vogue la galère, on espère que ça va marcher et que ça sera plus pertinent pour les familles et pour les... Donc on se revoit l'année prochaine et on vous dit ça a marché moyen. On est content, ça a bien marché. Bon, on verra bien. Ou on a des effets inattendus, ce qu'on espère aussi. Voilà. Bon, tout ça c'est beau comme dans un livre.
C'est pas beau comme dans un livre, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, c'est du travail tout ça. Voilà. Vous connaissez, qu'est-ce qu'il dit par le mot j'ai des choses à te dire, toi tu dis c'est je vais parler pour toi, de toute façon t'as rien à dire. Alors plus sérieusement, quelques réactions, mais après ce serait intéressant qu'on puisse avoir quelques échanges. En contrepoint, la question de la dette et du don. Alors je trouve qu'il y a quelque chose qui est très très intéressant sur cette question-là, c'est la réparation pénale. C'est Maryse Vaillant qui a écrit un livre qui s'appelle De la dette au don. Et la réparation pénale, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui consiste à élaborer avec un jeune qui a commis un délit, j'ai bien dit pas un délinquant, un jeune qui a commis un délit, la façon dont il va pouvoir réparer ce délit, c'est-à-dire tu t'es mis en dette vis-à-vis de la société en commettant un délit, et comment tu vas faire un don de toi pour réparer cette dette et ne plus être en dette. Donc la question de la dette au don, je la trouve intéressante. Après, quand même, il y a je ne sais pas comment l'appeler, un paradoxe, en tout cas une vraie difficulté en AMO judiciaire, c'est la question du pouvoir d'agir. Il a abordé sans le dire comme ça, mais d'abord, comment on fait, quoi, enfin, prend le pouvoir. Déjà dire prendre le pouvoir d'agir, c'est déjà se mettre à la place de celui qui devrait le faire alors qu'on n'a pas à lui dire. Et donc donner du pouvoir d'agir à des familles suivies en AMO judiciaire alors qu'elles ont été quand même invalidées dans leur fonction parentale, voire disqualifiées, c'est quand même un peu compliqué. Donc j'ai bien aimé quand même quand tu as dit comment accompagner les compétences sans nier les difficultés, parce que le risque c'est quand même un peu l'angélisme. Derrière tout ça, quand même, on a quand même, vous le savez bien, affaire à des familles qui ont parfois de très lourdes difficultés. Alors moi je dis toujours, ils sont coupables de rien que d'être en difficulté. Pour autant, je vois bien les réactions émotionnelles la plupart du temps des accompagnants. Et quand je dis accompagnants, je pense aussi aux familles d'accueil, parce que ce matin j'étais à une réunion, la première réunion au PFS avec les familles d'accueil. C'est quand même une autre posture que celle des travailleurs sociaux, elles sont prises 24 heures sur 24 avec les mômes. Je trouve que c'est compliqué, on n'a vraiment pas de leçons à donner. Et c'est devenu vraiment un métier difficile, quoi. S'attacher sans trop s'attacher, éduquer sans prendre la place. La bonne distance. La question du territoire, elle est complexe en AMO parce que on s'adapte à la saisine. Donc on est sur un territoire quand même relativement étendu. Je ne sais pas si tout le monde est du Nord, je crois pas, mais... C'est quoi une saisine? On s'adapte à la commande judiciaire, aux mesures ordonnées par les juges. Donc on va avoir à un moment donné des mesures sur une ville, puis plus sur cette ville, sur un quartier. Donc comment, quand on est travailleur social, en AMO, qu'on a 18 familles à suivre sur un territoire éclaté, comment on peut quand même s'impliquer sur un territoire? Parce que c'est évident qu'il faut développer un partenariat de proximité. C'est-à-dire que le partenariat classique de l'AMO, c'est les CMP, les UTPS, les services sociaux du département, l'éducation nationale, bon, un petit peu après les centres sociaux, les clubs de prévention, déjà ça commence à être un peu plus compliqué. Mais toutes les associations de proximité, le café des parents, AFIV, les petites choses les petites associations qui vont apporter une réelle plus-value dans l'accompagnement et dans le soutien, on les connaît rarement. Et c'est une vraie difficulté, je pense, d'amener les familles, d'abord de les connaître, et ensuite d'amener les familles vers ces associations de proximité. Et puis quand même la question des résistances, si tu veux bien me redonner les deux feuilles, là, les deux dernières. Bon, c'est pas grave. Mais par exemple, proposer aux familles d'être accompagnées d'une personne de leur choix. Ouais, mais selon les équipes, moi j'ai quand même des gens qui disent non, moi je veux maîtriser le cadre. Je veux maîtriser le cadre de l'entretien que je mène avec la famille. Le premier entretien, c'est là où on aborde le contenu du signalement, la façon dont s'est passée l'audience, la question éventuelle des maltraitances. Bon, est-ce que ça doit se faire en présence d'un tiers? Il y a quand même beaucoup de difficultés à accepter ça et de pouvoir d'accepter que la famille elle vienne avec quelqu'un et donc après tout c'est elle qui décide de partager son histoire ou sa problématique avec la personne qu'elle aura rencontrée, qu'elle aura décidé d'accompagner. Et puis la question, la question du réseau primaire, là aussi je pense que c'est vrai qu'on a bougé là-dessus.
là-dessus. Je pense que considérer le réseau primaire, donc l'entourage de la famille, que ce soit le voisinage, la famille élargie, les parrains marraines, enfin comme dirait Christelle, la vraie vie, c'est quand même une possibilité d'avoir recours à des solutions qu'on n'a pas autrement. Je pense notamment à un adolescent qui vient vous voir à 5h en disant « je ne vais pas rentrer chez moi ». Le réflexe, il y a encore peu de temps, c'était de dire, après avoir exploré un petit peu la situation, et puis dire, bon d'accord, on appelait le parquet, le juge en disant, il ne peut pas rentrer, est-ce qu'on peut trouver une solution d'hébergement dans un foyer d'urgence? Aujourd'hui, on va quand même beaucoup plus chercher dans l'entourage, les copains, les copines, où est-ce que tu peux aller ce week-end, et puis évidemment, chercher l'autorisation des parents pour permettre à l'adolescent d'aller ailleurs. Les postures, elles sont en train de bouger. Alors, je pense que ça passe quand même beaucoup par l'encadrement intermédiaire. Alors, la vraie vie, elle est comme ça. Hein. À part nous, là, qui sommes parfaits. Quand nos gamins écrivent et qu'on téléphone à un copain, tu ne veux pas le prendre ce week-end là, parce que... Bon, c'est comme ça qu'on fait dans la vraie vie. Hein. On se débrouille avec notre réseau. Et alors, on arrive à trouver des solutions alternatives dans le bricolage. Bon, alors, il faut laisser la possibilité pour les familles de rester dans ce système-là. Je vais me faire gronder parce qu'il va me faire les gros yeux parce il va dire on n'a pas le temps pour parler. Allez-y. Parlez. Merci beaucoup. Effectivement, c'était pour qu'on garde un petit peu de temps pour pouvoir permettre à une personne de pouvoir poser des questions. En tout cas, merci beaucoup parce que je pense qu'il y a des terminologies différentes, mais il y a vraiment des approches qui se croisent. J'en profite pour... Il y a une feuille d'émargement, alors qui en soi, au-delà de l'émargement, c'est aussi une feuille qui permettait de recueillir les adresses e-mail des personnes qui souhaitaient rester en contact les uns les autres, parce que je pense qu'il y a des choses, même si on se retrouve l'année prochaine, de pouvoir être informé parfois au fur et à mesure de ce que chacun fait, et puis d'évolutions particulières entre-temps. Donc on va donc la refaire tourner, n'hésitez pas à pouvoir la remplir, il y en a une sur les deux, là. Donc si vous retrouvez la deuxième, c'est bien. Elle est ici, bon parfait. Voilà. Donc il y en a 4, donc il y en a une, deux. Voilà, les 4 sont là, c'est l'IUT qui fait de la rédemption. Donc quelques questions, effectivement, je pense que oui, il y en a, j'imagine pas mal. J'ai eu très peur quand je vous ai entendu au début développement social local, parce que moi j'ai connu développement social des quartiers, j'ai connu développement social urbain, puis au travail urbain de cohésion sociale, enfin voilà. Dans le social, on est champion du monde de faire des abréviations qui paraissent scientifiques. Et puis, au plus ça a été, au plus on s'est approché de la vraie vie, et ça me plaît beaucoup plus. Et je voudrais témoigner du témoignage d'une éducatrice en AEMO qui dit que les plus beaux moments où elle a pu avoir des parents qui se confiaient, c'était dans la voiture, là où elle faisait des accompagnements de parents qui n'avaient pas de moyens de locomotion. Et finalement, moi, ça me fait réfléchir sur même les familles, dans la vraie vie, comment elles font pour prendre des décisions. Je ne crois pas qu'elles se convoquent elles-mêmes en se mettant dans un bureau et puis en prenant un PV, et puis voilà. Elles discutent au petit-déj, ou en se brossant les dents, ou les parents peut-être sur l'oreiller, enfin, en tout cas avant ou après, j'espère. Et en tout cas, voilà, je pense que nous, travailleurs sociaux, on est très institutionnalisés, puis nos modes de décision sont très institutionnalisés et très loin de la vraie vie des familles et de comment on peut les mettre en condition pour être vraiment décideurs, quoi. En tout cas, ces rituels qu'on a, nous, de travailleurs sociaux, de réunions, de synthèse, de noms aussi très évolués pour convoquer dans des réunions où je ne sais pas si les parents comprennent vraiment ce que c'est qu'une synthèse, ou ce que c'est que tous les termes élaborés qu'on peut, et qui en fait sont juste simplement comment on va travailler ensemble. Merci. Juste, effectivement, donc il y aura M. Payan, dans le vocabulaire, pardon, dans l'énumération, parce qu'effectivement, ce n'était pas le bon terme au niveau du D, hein, c'était, je crois que j'avais le dispositif, alors que c'était, voilà, donc désolé. Et pour information, carabistouille, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je parlais de carabistouille tout à l'heure, c'est voilà, c'est de raconte pas de bêtises, ne raconte pas d'histoire, c'est pour les gens du Sud, parce que, merci. Jamais.
J'avais une question. Vous avez dit que le DSL, c'est né d'une volonté politique. Comment? J'ai entendu, vous avez dit que le DSL était né d'une volonté du politique, de l'échelon du conseil départemental par exemple, c'est ce que j'ai cru comprendre. En fait, le DSL, on va rendre un peu d'histoire, mais le DSL, c'est arrivé dans les années 70, ça a été d'abord fait par la Mutualité sociale agricole, qui, dans les années 70, devant le changement de l'agriculture, avait des gens qui étaient extrêmement isolés et qui étaient complètement perdus, et donc ils ont commencé à travailler là-dessus, mais le DSL vient d'une pratique qui existait au Brésil. Alors quand je dis c'est politique, c'est que on est obligé d'avoir un partenariat avec le politique du territoire. Alors ce que j'ai dit là, c'est que le Conseil général du Nord s'est emparé de la question et il tente de travailler avec un regard DSL. Alors ma question c'était, c'était quoi les intentions du politique par rapport au DSL? Où étaient les attentes? Alors moi je me suis posé, ça répond à votre réponse, c'est des attentes au niveau des professionnels ou des attentes au niveau des familles? Et comment ils vous demandent des comptes sur ça? Et où est-ce qu'ils vous attendent sur ça? Parce que j'ai l'impression que vous en avez fait quelque chose, mais si le politique vous a demandé quelque chose, qu'en attendent-ils eux de ce que vous en faites? Vas-y, tu vois. Moi, la première réponse, tu compléteras après. Je pense que c'est une orientation qu'ont eu quelques élus au niveau du Conseil général qui ont réussi à la formaliser après un travail avec d'organismes de formation et de brancher sur cette éthique-là, cette posture-là. Alors, c'est vrai que le Conseil général a manifesté sa volonté, surtout dans le champ de l'insertion. Et il y a eu des appels à projets, par exemple, dans le cadre du RSA et des fonds d'insertion, qui valorisaient des pratiques DSL avec, comme disait Marc, le renforcement du pouvoir d'agir des usagers, des assemblées générales de l'Assemblée générale, mais si, mais il y a un mouvement, je ne sais plus comment il s'appelle, du reste, celui-là avec, au niveau de l'insertion, ou des assises régulières des bénéficiaires de RSA qui font remonter aussi des revendications, des propositions au niveau du Conseil général, etc. Mais dans le champ de la protection de l'enfance, c'était silence radio de la part du Conseil général, de la part des associations, de la part de la protection de l'enfance. Nous, comme disait rappelé Christelle, on a l'habitude de vivre caché. Pour vivre bien, vivons cachés, parce qu'effectivement, on voulait se faire oublier. Donc voilà, c'est à la fois, on se sert de l'opportunité que le Conseil général a dit, mais moi, c'est une politique que je souhaite développer, pour se dire, alors, tout ce qu'il a écrit, là, les 23 préconisations, c'est intéressant, elles s'appliquent aussi à nous, qu'est-ce que ça veut dire, comment on s'empare de ça? Mais il n'y a pas de pression politique, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas d'indicateur qui nous dit, bon alors vous devez travailler dans ce sens-là et on attend ça de vous. Le politique, il nous attend sur moins de placements et un moyen constant et de diversification de la... Et nous, on considère que le DSL, le réseau primaire, on le met dans notre caisse à outils parce qu'on pense que ça va nous aider sur ce qui nous est attendu. Après, il ne l'a pas révélé la nuit non plus. On n'a pas parlé d'ATD Carmonde, mais ATD Carmonde est un des acteurs nationaux qui travaille énormément en développement social local, et notamment sur l'île, dans le quartier de Fille, il y a toujours un projet de développement familial, social et culturel qui travaille réellement en mode DSL, avec une bibliothèque de rue, avec des militants intervenants qui sont présents dans le quartier, qui accompagnent les familles, qui sont à l'école et qui cherchent le plus possible à travailler sur la question du vivre ensemble dans un quartier où il y a pour l'instant encore une mixité sociale. On peut dire qu'au niveau de la VMO, la TSEAD, quand elle existait, avait quand même déjà travaillé à cette question de la posture des professionnels par rapport aux familles, et aux familles notamment très en difficulté, avec un travail avec ATD Carmonde, où vous avez des clubs de rencontres, enfin des moments de rencontre aussi sur la façon dont les familles vivaient l'intervention des professionnels. Donc on ne vient pas de rien, cette culture, cette sensibilité de mettre l'usager comme personne ressource et comme acteur et sur le territoire, elle vient aussi voilà,
de plusieurs années de travail. ATD Carmont faisait partie du conseil d'administration de la CEAD. Donc on voit comment les choses ont été impulsées. Quelque chose que je voulais dire, mais c'est parti, ça reviendra. Donc, c'est encore des petites remarques. Voilà. Je suis étonnée quand j'entends parler de la vraie vie des gens en MMO. Bah, ça veut dire qu'il y a une fausse vie. Enfin, je sais pas. Ça m'interpelle. Mais toujours, ça, c'est mon côté socio qui parle. Hein. Deuxièmement, la notion de territoire, elle est présentée comme étant quelque chose que tout le monde a en tête, mais en même temps, elle est totalement subjective. Les territoires des professionnels ne sont pas forcément, bien évidemment, le territoire d'un jeune qui est peut-être au bout de la rue. On sait très bien qu'il y a des jeunes dans les quartiers, de Roubaix, qui ne connaissent pas du tout l'île, par exemple. Donc on est dans un même territoire, si on peut penser les choses en termes de territoire. Donc il y a ça. Troisième chose, je me demandais, mais là c'est mon regard critique qui se remet en veille, est-ce que c'est pas une manière de... Enfin, je sais pas, j'ai pas analysé les choses plus en profondeur, mais est-ce que c'est pas une manière, un désengagement de l'État, en fait, de rendre responsables les gens, et après on en viendra à dire, bah t'as pas bien utilisé ton réseau primaire, machin, ou ton... bon ben voilà, et donc c'est une forme de double peine, voilà. Bon, j'arrive pas bien à élaborer ma pensée. Et ensuite, territoire, qu'est-ce que j'ai encore dit? Quelque chose qui m'a fait un peu... et puis, donc ça, conceptuellement, je suis peut-être trop habituée à conceptualiser les choses, mais la notion de territoire, il y a bien des auteurs qui ont travaillé sur la question, ça, ils pourraient nous aider, en sociologie urbaine, par exemple. Et puis ensuite, l'histoire de don contre don, c'est Marcel Moss qui a parlé don contre don, et en fait, l'idée de dette n'est pas dans le don contre don. Hein. Enfin, et là, ça me gêne aussi. Comme si on avait reçu, on devait rendre. On était en dette. Non. Marcel Moss explique don contre don, rendre. Donc en fait, pour que les sociétés soient les plus équilibrées possibles, on donne, l'autre reçoit, mais il donne. Enfin bref, et jamais il n'emploie le mot de dette. Enfin, du moins, d'après ce que j'en pense. C'est l'exemple que je donne de la famille qui va conduire, deux familles qui sont suivies en MMO, et il y a une famille qui est suivie et qui va aider une autre famille pour conduire son gamin à l'école. Pour moi, c'est qu'elle reçoit, elle donne, et elle donne ailleurs, parce que le donner, il est au troisième, il n'est pas dans l'aller-retour. Il faudrait éviter de faire en sorte que les personnes se pensent en tête. Oui. C'est hyper... ça trouble cette idée de don contre don. Hein, oui. À mon avis. Alors, et enfin, j'en terminerai, c'est dommage que les légumes vous en foutiez au niveau du jardin, parce qu'en fait, ça pourrait être intéressant d'utiliser les légumes que les... Non mais pas faire des ateliers c'était une boutade parce que la fin de... c'est pas votre souci les légumes. C'est la médiation. C'est la médiation. Mais en fait, à la fin de, ils ont fait des repas avec les légumes que fait. Voilà. Alors sur la vraie vie, je maintiens le terme vraie vie parce que je trouve souvent dans le travail social, on fait comme si les gens n'avaient pas une vraie vie. Et je trouve que quand même, on retire les questions de bricolage de la vraie vie et c'est ce que dit Marc, le gamin qui a 5 heures, il dit oh je veux pas rentrer ce soir, on pense procureur. On pense pas mais où est-ce qu'on va trouver une solution. Ça c'est la vraie vie, trouver une solution. C'est pas le procureur la vraie vie. Hein. La vraie vie, bon. Je trouve qu'il y a quand même une vraie question là-dessus sur... Alors, dans le DSL, du côté des politiques, c'est comment on fait société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des procédures différentes. Chez nous, on dit les tuyaux de poêle. Il n'y a pas une procédure pour les gens très carencés. Les procédures sont les mêmes pour tout le monde. On s'en sert pas, mais les procédures sont les mêmes pour tout le monde. C'est ça la vraie vie. Je trouve que là, on a un vrai travail à faire de réflexion. Sur le territoire, oui, le territoire, je suis d'accord qu'il y a il y a des territoires qui se croisent. Des territoires subjectifs, des territoires... Exactement.
Mais ça, il y a des écrits là-dessus. Mais on a décidé de réfléchir à une organisation par territoire pour qu'on puisse avoir une fluidité et une réflexion et un diagnostic sur chaque territoire le plus pertinent possible. Bien sûr que c'est pas suffisant, mais c'est un bout, on l'a pris par ce bout-là. Et l'idée, c'est de réfléchir avec les personnes accompagnées au territoire. Bien sûr, c'est pour ça. C'est ce que Deligny a fait avec ses lignes d'air. Voilà, tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, un jeune, il peut avoir un territoire dans sa famille, il peut avoir un autre territoire qui va se créer au foyer où il est. Mais c'est surtout que ces territoires-là puissent coexister. Le gamin qui va en foyer, il ne disparaît pas de son territoire de vie. C'est ça le travail. Alors peut-être effectivement une dernière réaction. Merci beaucoup pour cet échange. J'en profite peut-être que si vous avez l'occasion par rapport aux références bibliographiques que vous énoncez dans l'oral, vous pouvez les noter sur une feuille, on pourra les rajouter à la fois sur le générique du film et sur la pochette pour que les personnes intéressées des différents points de vue en fonction des auteurs cités pourront aller faire leur propre opinion. Donc peut-être une dernière remarque là avant que l'on puisse passer. Merci. Je travaille dans l'hébergement et moi ce qui me chagrine un petit peu, c'est que effectivement l'ouverture, oui, soit, sauf que les freins légaux existent. J'ai l'exemple moi d'une gamine qui voudra inviter sa copine le soir pour qu'elle vienne faire les devoirs et qu'elle puisse monter dans sa chambre, mais elle peut pas, on peut pas. Voilà, on peut pas la faire. Qui dit on peut pas? On a posé la question en équipe parce que bon, effectivement, elle est invitée régulièrement, elle chez une autre amie. Pourquoi elle ne pourrait pas? Et je pense que là-dessus les freins, effectivement, il y a la question légale. Je me rappelle à une certaine époque, on s'était permis aussi de laisser entrer des enfants, des copains qui venaient passer la nuit du week-end. Pourquoi pas? Il y avait un petit effectif sur le foyer. Pourquoi pas? Mais il y a ces freins aussi qui sont... Mais en fait, c'est vrai que... ne sont pas forcément les nôtres. Je suis d'accord avec vous, mais là où on doit s'ouvrir à une autre question, c'est que les freins, on peut les travailler. Une gamine qui veut aller chez quelqu'un pour faire ses devoirs avec sa copine, le frein, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'ASE qui doit nous autoriser. On peut demander aux parents s'ils nous autorisent à ce que la gamine elle aille chez machin pour faire ses devoirs. Il faut qu'on soit en lien avec le parent. Le parent peut nous donner l'autorisation. C'est-à-dire que effectivement, c'est du travail en plus. Mais ces freins-là sont travaillables. Pas facilement, mais ils sont travaillables. Puis tu n'as pas parlé du management du risque dans le DSL, mais évidemment que éduquer, c'est prendre des risques. Après, comment ça peut se gérer au sein d'une institution, moi ça ne me satisfait pas d'entendre que c'est non. Enfin, voilà, il faut qu'on travaille là-dessus, mais ça veut pas être... On a du chemin à faire, hein, si c'est ça que tu veux dire, on est d'accord. Merci beaucoup. Je pense que là, il est vraiment important aussi, quand on parle de la vraie vie, hein, de pouvoir entendre aussi le véritable avis de témoins. Les témoins qui viennent ponctuer nos journées et qui nous permettent de faire vivre un petit peu. Oh, mais je crois que voilà. Ah, non, je peux t'écouter, mais quand même. Pourquoi? Bonjour papa, un autre. Bonjour maman, internat. Je suis jeune, en difficulté, ouais. C'est fini d'être transparent, hein. Alors, ça y est. La famille d'accueil, hein. Bon, mais j'ai un nouveau projet maintenant. Je vais aller retrouver mes parents. Difficile, hein. Enfin, un jeune qui a été placé en famille, là, je vais pouvoir appliquer la théorie de Christelle et Marc. Formidable, Christelle. Ah là là, j'ai appris des choses avec vous. Oh, c'est formidable, Christelle. La DSL, je croyais que c'était pour l'informatique, la DSL. Mais non, c'est pour réintégrer les jeunes, c'est pour accompagner. J'aimerais bien qu'on est parents. Bon, ouais, là, c'est un jeune typique d'aujourd'hui, hein. Bon, sauf la barbe, évidemment, la barbe. On fait ce qu'on peut, hein. C'est une bonne note. Lucie, la barbe, c'est embêtant parce qu'on n'y croit pas que t'es un jeune.
ça fait rien, continue. Et vous y croyez, hein, il est jeune, beau jeune, mais oh, bon, il faut faire. Bon, écoute, je vais t'appliquer la méthode du développement social local. Ça c'est une bonne méthode. Je suis plus là, ça. Je vais lui appliquer la méthode. Hein. Là, je vois mieux mon territoire, mon réseau primaire. Où est-ce qu'il est ton réseau primaire? Ah ben, il est partout. Ouais. Bon, attention, parce que ça peut faire partie du symptôme, le réseau primaire. Hein. Fais gaffe. Ouais, donc fais gaffe à ton réseau primaire. Regarde le réseau secondaire, tertiaire, quaternaire, tout. Bon, enfin bref, c'est compliqué, hein. Ouais, il faut regarder les ressources locales. Qu'est-ce qu'il y a comme ressources ici? J'ai un petit peu chaud. Et Lucien, ça il faut. T'as vu ce que c'est? Lucien. Oui, non, mais elle a dit, il n'y a plus de fric. Non, même si tu avais des milliards, il faudrait appliquer cette méthode. Voilà. Là. Quand même. Non, mais vous avez vu, c'est bon. Allez. D'accord, je vais faire preuve de. Quelles sont les ressources locales? Regardons aussi les ressources locales pour qu'ils puissent rentrer dans la société. On a un caméraman là. On va tourner un film. Ça va s'appeler Comme dans la vraie vie. Voilà, moi c'est. Ah, ça c'est bien ça. Ouais. Il y a le clap, il y a tout. Comme dans la vraie vie, première. C'est ça, c'est bon. Allez, comme dans la vraie vie. Est-ce que c'est un bon tir de ça, comme dans la vraie vie? On va prouver qu'il n'y a pas le procureur, c'est bon. Ça va. Bon, allez. Voilà, comme dans la vraie vie. Donc j'ai vu papa et maman là-bas. Où ça, papa et maman? Ah oui, c'est papa qui est Merlin. Comme on voit. Décidément, vous n'avez pas de chance, vous, monsieur. Non, il ne faut pas aller vers tes parents. Non, il ne faut pas aller vers tes parents. Il faut prendre par le biais. Il faut prendre par le biais. Il faut que tu ailles. Il faut trouver des bénévoles. Est-ce qu'il y a des bénévoles? Bon, le problème avec les bénévoles, c'est qu'ils ne connaissent pas tous les codes. Peut-être que vous pouvez faire bouger les lignes un peu, décaler. Bouger les lignes, on va mettre le bénévole ici, les Parce parents que là, je là. vois pas le passage, là. Si vous décalez pas vos lignes, mais bougez vos lignes! Non, mais tu sais, ça bouge très lentement. Ça bouge. Le changement, c'est long à venir. Ils ont du mal à changer. Hein. Oh là là, on verra dans 2 ans quand elle aura évalué la méthode. Pour l'instant, c'est un peu des mots comme dans un livre. Bon. Ah, il essaye de passer directement. Il n'y arrivera jamais, il y a un gap. Il n'y arrivera pas, tu n'y arriveras pas. Non, alors, non, merde, là, je focalise sur les problèmes, je focalise sur les carences. Mais non, il faut que je focalise sur les ressources. Où sont tes ressources? C'est un très beau pied. Voilà, c'est ça, c'est un beau pied. Voilà, c'est bien. Déjà, c'est une bonne ressource. Oui, alors est-ce que moi, en tant qu'éducateur spécialisé, je peux... Des fois, ils ont du poids dessus quand même. C'est dur ce boulot. La souffrance d'aujourd'hui de l'éducateur. La souffrance de l'éducateur. David, il faut transformer la souffrance en plaisir. Comment je pourrais transformer la souffrance? Il est lourd le bougre. Ils sont lourds les jeunes aujourd'hui, c'est lourd. T'es lourd. J'oublie quand même mon objectif. Il faut que je restructure le territoire. Il faut que je reconfigure le territoire. C'est ça. Il faut changer de regard sur le territoire. Attends, j'arrive. Hein. D'abord, je vais me rendre invisible pour la société. Hein, ça va là? Je suis un agent de développement local. Un agent de développement local. Ça y est, j'ai changé mon regard sur la société. Top. Oui. Bougez, allez juste là, juste tout droit, monsieur DSL. Et vous avez vu, il a trouvé la solution tout seul. C'est lui. Au lieu de passer avec papa, maman, de 14h à 16h, non, il trouve la solution. Il faut que je l'accompagne. Oui, j'y vais. Il y a un téléphone portable. Là, tiens, je te le passe. Merde, là, en tant qu'éducateur spécialisé, je sais pas si je l'ai incité à... Oui, mais enfin, il faut que je sois un petit peu proche des jeunes. Donc je change le... Oui, change le territoire. Bon, alors attends, le 7-2. Voilà. Comme dans la vraie vie, Changement de territoire. Restructuration du territoire.
C'est pas vrai. Et malgré les bénévoles, il a fait ça, vous avez vu ça? Vous servez à rien, vous, finalement. Finalement, l'idéal, c'est que vous soyez virés. Comme ça, la société irait mieux. Ils vont te regretter. Ah oui, mais moi aussi. C'est quand même grâce à eux que j'ai fait Et oui. le chemin. Et oui, il était en milieu ouvert, et maintenant, ça y est, il va se retrouver en milieu... Tiens, je vais choisir des lignes. Allez. naturel. Ah Oui. Hein? Oui. Voilà, c'est ça. Ah, ben voilà, tout s'écarte maintenant. Tout va bien. On va redonner la corde à ton repère. Oui, que je puisse me retrouver. Bon. Oui. Et pas de bénévoles, ce coup-là. Hein. Là, il faut les vrais parents. Mais qu'est-ce qu'ils te faisaient, les parents? C'est des parents déviants. Il y a des carences, il y a des carences. Il ne faut pas que je mette l'accent sur les carences, mon Dieu. Tu as des ressources, mais en fait, tu as des carences, des ressources. T'as des carences ou t'as des ressources? On ne sait pas. On va tout transformer en ressources. Alors attention, t'es prêt, Yves? Oui. Allez, les bénévoles, hop. Ouais. Tiens. Et maintenant, démerde-toi. Allez, hop, moi j'observe. Ah, ça y est. Donc là, pour l'instant, c'est cohérent, les ressources sont cohérentes, les ressources sont locales, territoriales, l'évaluation est bonne, hein. L'évaluation, ça va. Il est en route vers son père, mais sa mère ne sait pas où elle est. Sa mère a quitté le foyer, elle est allée coucher avec n'importe qui. Sans doute un... Vas-y, j'ai une petite assurance. C'est bon, mais... C'est elle, ta mère? T'es sûr que c'est elle, ta mère? Ah, tu t'es trompé de mère. Évidemment, c'est ça, les jeunes. Reviens en milieu ouvert. Non, ça y est. Et puis là, j'ai le droit de me mettre sur ses genoux. Oui, enfin, n'abuse pas, parce qu'après, le procureur, c'est pas la vraie vie, hein. C'est pas la vraie vie. Comme dans la vraie vie, je retrouve mon foyer. Comme dans la vraie vie, ça y est, il a retrouvé ça. C'est super. Et voilà, il a retrouvé, ça y est, c'est génial. C'était un peu du bricolage. Et le bricolage a marché. Et tu sais qu'on a une autre vision d'ici, hein? Ben, c'est la vision normale. Ah oui, La vision normale de la vraie vie. C'est de là que les choses sont pas normales. Mais enfin, elle est encore en expérimentation. Hein, Marc? Bon. Il n'y a que 11 000 cas seulement. Hein, il n'y a que 11 000 cas. 11 000 cas. Bon. Alors maintenant, j'ai apporté ça pour te regonfler. Pour te donner quelques... D'abord, il faut regonfler les parents. Allez. Parce que les parents, quand ils voient revenir le gamin, c'est pas toujours facile. Et maintenant, vous allez vous occuper de lui convenablement, j'espère. Il a changé. Il a changé, il y a la barbe qui a poussé. Il faudrait lui faire refaire les rastas. Elle a fait une caresse, Hein? Elle prend soin de lui. Elle prend soin de lui, elle prend soin de toi. Ben, ça, c'est un cas de succès, ça. Vous dites que vous ne savez pas quand est-ce que le succès. C'est tout simplement ça, le succès. Oui, mais il ne faut pas abuser. Hein. Oui, vous gardez la distance. Tu peux l'embrasser, le cajoler. Oh, c'est difficile. Mais que c'est dur votre métier. En fait, maintenant, je crois que j'aimerais... Ah oui, Oui. Tu aimerais quoi, Lucien? J'ai une petite ambition personnelle. Ouais. Ce serait, tu vois, de monter un petit potager. Un petit potager, mon petit Lucien. Ça y est, il est libéré. Oh, tu veux manger un petit potager? Oui, je vais voler. T'as un petit potager? Oui, ah, bien. Mais c'est formidable, il a un potager. Mais un vrai potager comme dans la vraie vie. Ah. Attention. Potager, 5 croix. Jamais oublier les légumes. Voilà, ça y est. C'est formidable. C'est formidable, ça a marché. C'est un cas de succès. Ah oui. Ouais. Et alors, voyons, territoire, partenariat IET, diagnostic partagé mobilité, évaluation est bonne, donc c'est bon. C'est bon, tu peux continuer, hein, Christelle. Hein, bonne chance, Marc. On peut continuer, c'est bien. Vous évaluez bien. Vous aurez... Portable, tu le laisses. Le fric, tu l'emportes. Il n'y en a plus besoin, il faut dire. Voilà. Il n'y en a plus besoin, de toute façon, moyen de raisonnement.
Voilà. Faut être créatif. Ouais, maintenant, faut changer de regard. Voilà. Changer de regard. Regardez par là. Ouais. Mais changer de posture un peu, parce que là, maintenant, c'est la pause.